Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays colonisé par la France. Depuis quelques années maintenant, le Mali rencontre des problèmes de djihadistes. Cela a entraîné la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta. Du 20 au 22 octobre 2023, son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est allé à Lomé pour assister à une réunion de paix et de sécurité. Il a eu le temps d'accorder une interview à New World Television. Je vous prie d'écouter un extrait de cette interview. Après avoir condamné, blâmé, appliqué des règles ou des mesures restrictives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des solutions pour en sortir. Puisque vous évoquez le Togo, en dehors de la médiation pour la libération des 49, certains parlent de mercenaires, d'autres de militaires ivoiriens. Quelle forme d'appui le Togo a apporté au Mali pour le maintien et la stabilisation du régime de transition? Les relations qu'on a avec le Togo sont d'abord des relations de confiance et de respect mutuel entre le président Faure Gnassingbé et le président Goïta, entre le ministre Ducé et nous-mêmes. Et cette relation est bâtie sur le respect mutuel, sur la distance que le Togo prend par rapport à l'appréciation des situations, l'écoute dont nous bénéficions, parce que le Togo ne cherche pas à nous juger ou à nous pénaliser, mais le Togo cherche plutôt des solutions. Donc, notre relation avec le Togo est bâtie sur ça et nous apprécions l'approche du Togo qui cherche toujours à agir de façon constructive pour qu'une solution soit trouvée, pour que les relations du Mali avec notre ensemble régional puissent chaque fois s'améliorer. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres bases de notre relation avec le Togo au-delà de cette relation fraternelle, empreinte de confiance, d'écoute mutuelle et de compréhension d'un destin commun. Mais comme le Mali, le Niger aujourd'hui est sous sanction de la CEDEAO, quelle forme de conseil, d'appui vous apportez à la transition nigérienne? Encore une fois, le Mali n'a pas vocation à exporter nos problèmes ou même notre expérience ou que ce soit. Nous sommes dans un ensemble, nous ne cherchons pas à juger. Nos pays frères comme le Niger et le Burkina, s'ils sont dans des difficultés, s'ils souhaitent que le Mali accompagne avec les moyens modestes que nous avons, nous le ferons. Par exemple, sur le plan sécuritaire, nos pays travaillent ensemble dans la zone du Liptako-Gourma parce que nous avons un destin commun, parce que le Mali reste conscient du fait que toute déstabilisation du Burkina a un impact sur le Mali, comme toute déstabilisation du Niger a également un impact sur le Mali. C'est la conscience du lien inextricable des défis auxquels nous sommes confrontés et aussi du fait que nous n'apportons pas de jugement de valeur sur ce qui se passe au Niger ou au Burkina. Il appartient au peuple et au gouvernement de ces pays de faire des choix que nous respectons et nous avons nous-mêmes nos propres problèmes en toute modestie, mais nous allons tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide et nous demanderons aussi de l'aide à ces pays. C'est dans ce cadre que se situe la collaboration parce que nous sommes tous les trois aujourd'hui des pays en transition. Les attitudes souvent agressives, punitives qui sont prises à l'endroit du Niger, on a appliqué la même chose au Mali. Et nous avons trouvé que ce n'était pas productif, ce n'était pas inacceptable dans certains cas. Et si ça se fait contre le Niger, naturellement, le Mali se lèvera parce que nous trouvons que c'est injuste aujourd'hui de punir toute la population nigérienne parce qu'on n'est pas d'accord avec certains dirigeants. Donc c'est ça, fondamentalement, les questions. Et nous l'avons mis très clairement, que nous sommes opposés à toute agression, toute invasion militaire, toute intervention militaire au Niger, d'abord parce qu'elle ne constitue pas la solution, parce que c'est un pays qui fait face déjà à la menace terroriste, une des armées les plus aguerries de la région qu'on veut déstructurer, et que toute intervention militaire ne fera que, au lieu de favoriser la libre circulation des personnes, ça va plutôt favoriser la libre circulation des terroristes dans la région. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà des déclarations? Est-ce que vous avez envoyé des troupes préventives pour justement vous préparer le Niger contre l'attaque de la CEDEAO? Vous savez, M. Boko, nous sommes sur un plateau de télévision et nous sommes écoutés par nos amis et par nos ennemis.
Donc je ne vais pas aller dans certains détails, mais ce que je peux vous dire sur le plan politique et sur le plan officiel, nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est une alliance militaire, contre toute agression de nos pays où nous allons répondre collectivement et pour lutter ensemble contre le terrorisme et tous les autres facteurs d'instabilité. Mais qu'au-delà de sa dimension militaire, solidaire, nous travaillons parce qu'il existait aussi déjà l'autorité du Liptako Gourma qui a été créée par traité depuis les années 70, qui lie les 3 pays. Donc nous comptons aussi renforcer la dimension de développement économique, l'exploitation de nos ressources, regarder aussi les questions monétaires et les questions économiques qui touchent nos populations. Donc c'est un peu dans nous privilégions plutôt pas une réaction, mais une réponse stratégique à des menaces qui sont dirigées contre nos pays ou à des défis auxquels nos populations sont confrontées. Est-ce que cette alliance ne constitue pas une menace pour la CEDEAO? Vous savez, c'est plutôt l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO qui constitue une menace directe pour la sécurité nationale du Mali, comme pour la sécurité des 3 pays de la région. Il faut que on s'organise pour se prémunir contre une telle menace, parce que nous sommes conscients que derrière la CEDEAO, mais ce sont des forces hostiles. La force en attente de la CEDEAO a été là depuis plus de 20 ans. J'ai été ministre des Affaires étrangères, je suis ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé sur ces dossiers. Nous savons que la CEDEAO ne dispose pas d'une telle force. Elle ne dispose pas d'une telle force. Ce sont des forces étrangères, des pays étrangers qui sont derrière ça. Et pour la plupart des pays hostiles au Mali. Donc nous sommes convaincus qu'une intervention militaire au Niger ne s'arrêtera pas qu'au Niger, mais ça va déstabiliser toute la région. Donc notre réponse n'est pas de dire, d'abord, même la charte de l'Alliance des États du Sahel fait clairement mention dans son préambule, on reconnaît l'existence de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Donc nous continuons à travailler dans l'état d'esprit de renforcer l'intégration. Mais nous créons un groupe où nous partageons une vision similaire, les mêmes préoccupations, et nous sommes déterminés à aller plus loin que ces organisations, mais aussi à offrir une autre approche de la solidarité, de l'intégration entre nos pays, mais aussi de proposer une structure qui ne soit pas téléguidée par l'extérieur. Je crois que ce sont ces éléments qui ont motivé. Donc ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais si la CEDEAO perdure dans sa posture, est-ce que le Liptako Gourma va quitter la CEDEAO? Vous savez, comme le disent les anglophones, on va traverser le pont quand on va y arriver. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons indiqué que toute intervention militaire de la CEDEAO contre un de nos pays va être consacrée automatiquement à la dislocation de l'organisation, parce que ça cassera tout esprit d'intégration régionale. Je pense que les choses sont entre leurs mains. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir travailler ensemble entre nous. Bon, maintenant, nous laissons la porte ouverte pour continuer à travailler avec les autres, mais il faut qu'ils sortent de cette posture de pouvoir vraiment servir l'agenda des pays étrangers, des agendas qui nous sont hostiles, ou de prendre des approches qui vont créer l'insécurité dans nos régions. La Libye, malheureusement, il y a eu une intervention de l'OTAN en Libye. On a condamné, on s'est assis, on connaît le résultat, on vit ça jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, nos dirigeants se sont dit qu'on ne va pas s'asseoir et regarder, on va apporter une réponse géopolitique à une menace stratégique qui est dirigée contre nos pays. De façon globale, comment vous appréciez la gestion de cette transition militaire par la CEDEAO? Avec le Mali, il y a eu des sanctions qui ont été levées ensuite. Le Burkina, pas de sanctions. Le Niger, des sanctions exacerbées. Comment vous appréciez, comment vous comprenez cette gestion? Bon, au début, je pense qu'il y a eu des tentatives de la CEDEAO de s'engager de façon constructive avec nos pays. Je dois le reconnaître plus tard. Je pense que les choses sont allées autrement. Nous pensons que la CEDEAO doit toujours rester dans une posture constructive pour trouver des solutions dans un esprit de solidarité. Cette posture ne va pas favoriser justement la multiplication des coups d'État. Non, j'en viens. Ce n'est pas ça.
les coups d'État sont intervenus avant que la CEDEAO n'ait une posture quelconque, parce qu'elle n'a pas aussi su prévenir, comme je l'ai indiqué. Quand il y a eu des situations qui évoluaient dans les pays où on aurait pu prévenir, on ne l'a pas fait. Quand il y a eu l'insécurité au Mali, pendant 10 ans, qui a été à la base, souvent du renversement de certains pouvoirs, la CEDEAO n'était pas là pour aider. Donc, mais on vient après, quand il y a ces situations. Maintenant, quand on a ces situations, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des textes auxquels nous avons souscrit et que ces textes s'appliquent. Mais après avoir condamné à appliquer les textes, il va falloir chercher des solutions. C'est là où je pense que l'organisation doit faire les pas nécessaires pour comprendre que tout n'est pas dans la sanction, la répression. Encore qu'il faut rappeler que la plupart de ces mesures sont souvent illégales, illégitimes et inhumaines. La fermeture des frontières n'existe dans aucun texte de la CEDEAO. La fermeture des banques, c'est illégal au niveau de la BCEAO. L'article 4 du statut de la BCEAO interdit à la banque de recevoir des instructions des autorités supérieures pour agir. Pourtant, on le fait. Donc, ce que je veux dire de façon générale, il faut que ces organisations comprennent que appliquer les textes est là, mais il faut sortir d'une dynamique de sanctions, de punitions, et surtout de punitions collectives de tout un pays. On peut avoir des mesures ciblées pour pouvoir aller. Et aujourd'hui, même dans l'application de ces mesures ciblées, aujourd'hui, même le chef de l'État et les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée ne peuvent pas voyager dans les pays de la CEDEAO. Mais comment on peut avoir le dialogue avec nous si nous, on est interdit de voyager? Mais si nous, on est interdit de voyager, eux aussi seront interdits de voyager chez nous. Donc ça nous amène dans une impasse dans le dialogue. Donc on comprend que les pays suspendus demeurent États membres. Et souvent, sont obligés de payer leurs cotisations. Donc on reste dans une dynamique de pouvoir engager ces pays, de discuter. Il y a des feuilles de route qui sont négociées, acceptées, qu'on continue à évaluer ensemble ces feuilles de route, de regarder les difficultés, de voir comment cheminer ensemble. Moi, je pense qu'il faut être dans cette posture de penser que, bon, ce sont des régimes de tel ou tel qualificatif qu'il faut mettre à l'écart, qu'on ne veut pas faire la photo avec eux. Mais un pays peut décider, un chef d'État peut décider de ne pas faire la photo avec nous, mais on est dans la même région. La géographie nous impose d'être ensemble. Donc moi je crois qu'il faut aller au-delà de certaines de ces postures, et c'est pourquoi nous apprécions cette posture, cette diplomatie autonome du Togo, qui a un sens de la sagesse africaine et qui comprend qu'il faut continuer à se tendre la main parce que ces situations-là sont conjoncturelles. Demain, nous allons probablement prendre notre place à part entière. C'est bon de ne pas créer des sentiments que nos populations ou nos dirigeants n'oublieront pas. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, nous allons terminer cet entretien exclusif avec la politique intérieure du Mali. On s'attend à l'organisation des élections dans les mois à venir. Vous les avez reportées. Quand est-ce que vous allez pouvoir tenir ces échéances électorales? Bon, je dois d'abord dire qu'il s'agit d'un léger glissement du calendrier qui est convenu. Naturellement, l'homme propose, Dieu dispose. Mais je dois dire que ce calendrier s'inscrivait dans le cadre d'un chronogramme d'ensemble pour faire un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles devant conduire aux élections. Et beaucoup de ces réformes ont été déjà faites. Le code électoral a été revu. Une autorité indépendante chargée de la gestion des élections a été mise en place. Il y a eu une réforme administrative des circonscriptions territoriales pour pouvoir réorganiser ces circonscriptions pour la tenue des élections. Le fichier électoral a été revu. Donc il y a beaucoup d'actes qui ont été posés. Et d'ailleurs, un des plus importants, c'est que nous avons quand même organisé un référendum qui a permis d'écrire une nouvelle constitution qui est une avancée importante parce que depuis plus de 20-30 ans, aucun régime n'a réussi à réviser ou même à changer la constitution du Mali. Donc, maintenant que nous avançons, il y a eu des difficultés d'ordre technique et opérationnel qui exigent que nous puissions pouvoir, dans le cadre de la discussion avec les différents acteurs, revoir les choses parce que ce qui était prévu après le référendum constitutionnel, c'était d'aller pour des élections locales et puis les élections législatives, ensuite les présidentielles. Et le processus était censé se terminer au mois de mars 2024.
Maintenant, après les différents échanges et même la demande de certains acteurs de se focaliser sur la tenue de l'élection présidentielle et de décaler les autres élections, le président de la transition, avec le gouvernement, a accédé à cette demande et à focaliser en guise de bonne foi, parce que tous les acteurs ont dit que focalisez-vous sur le présidentiel, c'est le plus important. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Naturellement, il y a quelques difficultés techniques qui sont là, dont notamment il y a des choses qui doivent être revues par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution sur les délais à respecter entre les deux tours, sur aussi la révision du fichier électoral. Il y a aussi un contentieux avec la société chargée de gérer le fichier. Donc, ce sont ces questions pratiques qui ont nécessité un léger glissement du calendrier, mais je peux vous... Qui met à mal le calendrier de la CEDEAO, ou est-ce que vous allez pouvoir le respecter encore? Vous savez, il faut travailler dans la réalité. Je crois que ce qui est important, c'est la bonne foi, c'est l'engagement à réaliser des choses dans les délais. Mais vous savez aussi, comme les militaires le disent souvent aussi, c'est le terrain qui commande souvent. Parce qu'il y a des réalités intangibles qui sont là, qu'on essaye d'intégrer. Et comme je l'ai indiqué, même pour la tenue du référendum, il avait fait l'objet d'un léger décalage, mais il a été tenu dans les délais assez courts. Donc, je peux vous donner l'assurance que nous travaillons à pouvoir mettre sur la table un nouveau calendrier et l'engagement est là pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, tenant compte de l'ensemble des paramètres sur le terrain, de la nécessité de maintenir le dialogue avec tous les acteurs concernés par cela. Moi, je crois qu'il ne faut pas aborder ces questions de façon idéologique ou religieuse, mais nous sommes des acteurs, nous travaillons à pouvoir faire les choses de manière réussie, mais aussi de manière durable. Mais vous ne craignez pas le bâton de la CEDEAO si jamais vous extrapolez, vous allez au-delà du délai qui vous a été consenti? Vous savez, ce que nous craignons, c'est le bâton des Maliens. Pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est ce que pensent les Maliens, ce que souhaitent les Maliens. La CEDEAO, nous allons continuer à dialoguer, comme les éléments que nous vous donnons, c'est les mêmes éléments que nous partageons avec la CEDEAO, en comprenant qu'un pas important a été fait. Beaucoup d'observateurs objectifs comprennent qu'il y a eu des avancées importantes par rapport à la transition du Mali, sa vision, les objectifs. Bon, il y a des événements, il y a des choses qui se passent dont il faut tenir compte, même dans ces pays. Il se passe ce type de situation. Nous allons continuer à discuter avec la CEDEAO, nous allons continuer à mettre ces préoccupations en avant et nous espérons que la CEDEAO aussi prendra le temps nécessaire pour pouvoir regarder ces éléments. Je pense que nos rapports ne doivent pas se situer dans un rapport de maître à élève, mais je pense qu'en comprenant que, voilà, de bonne foi, nous sommes dans un processus et en toute transparence, les difficultés sont mises sur la table, elles sont appréciées. Et nous devons pouvoir trouver des moyens nécessaires pour pouvoir avancer ensemble. Donc c'est ce que nous souhaitons, plus de compréhension, plus d'écoute, pour que l'objectif final, qui n'est pas loin, qu'on puisse travailler à pouvoir atteindre cet objectif, en appréciant aussi positivement les efforts et les pas qui ont été faits, et souvent par le Mali seul, avec nos propres moyens, y compris l'organisation des élections, était essentiellement fait sur la base des ressources de l'État malien. La sécurisation des élections était totalement par l'État malien, y compris les moyens logistiques déployés par les forces de défense et de sécurité. Donc je pense que tous ces paramètres doivent pouvoir être intégrés dans l'analyse finale de nos partenaires, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations unies, mais en premier lieu, nous sommes comptables devant les Maliennes et les Maliens. En 2024, cette élection va avoir lieu, l'élection présidentielle. J'ai indiqué qu'il y a un léger glissement et que le gouvernement est en discussion pour pouvoir proposer un calendrier qui va se situer dans le cadre de ce léger glissement. Je suis partie prenante de cette entité. Le gouvernement fera une communication en temps opportun sur cette question. En tout état de cause, vous n'irez pas au-delà de 2024. Encore une fois, j'ai indiqué que il s'agit d'un léger glissement et que le gouvernement s'est engagé à faire les choses dans cet ordre. Les consultations sont en cours. Soyez un peu patients. Hein,
comme je le dis encore une fois, on va traverser le pont quand on va y arriver.